Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinar Jump sur la thématique très importante pour les freelances, comment trouver des clients et des missions quand on est indépendant. Sujet qu'on a mis au point fort des retours de nos 2000 clients aujourd'hui. Pour info, chez Jump, on accompagne 2000 indépendants qui utilisent notre solution tous les jours. On nous-mêmes ne trouve pas de mission pour eux, mais on est en contact de beaucoup d'acteurs et notamment on a un job board que je vous ai partagé qui permet de synthétiser un peu les offres que nous avons. Donc on va avoir trois parties pour maximiser ses chances dans sa recherche, dans sa prospection quand on est indépendant. Comment on prépare tout ça en amont? Quelles sont les astuces concrètes pour trouver ses missions, où faire ses recherches et comment les faire? Et enfin, la technique aussi pour convaincre ses clients, c'est important parce que parfois on a des rendez-vous et malheureusement on n'arrive pas à les concrétiser, donc on a fait le plus dur, mais il manque la touche finale. Donc, premièrement, préparer le terrain, hyper important d'avoir ce qu'on appelle votre portfolio, notamment digital, qui va être un peu votre vitrine de vous. Ce qui est super important à comprendre et garder en tête quand on est à son compte, c'est qu'on devient entrepreneur, solopreneur, mais donc, comme toute entreprise, on doit faire le marketing de son activité. Et donc là, c'est le marketing de vous-même. Et donc là, c'est un sujet qui est difficile pour certains parce que on mélange pro-perso et on a peur sur le côté communication, assumer les choses et il ne faut pas avoir peur de créer bien son portfolio, on va le voir, de définir quelle est la vitrine de vous-même, le marketing de vous-même qui va être essentiel pour être sûr que vous cibliez les bonnes personnes, que les gens qui vous recherchent pour les bonnes expertises et que vous développez votre réseau associé à ça. Donc, premier point, un portfolio, c'est essentiel. Le portfolio, c'est le marketing de vous-même. En gros, c'est ce qui vous permet de rapidement diffuser sans avoir à le dire vous-même votre profil, votre expertise. Et ça, il faut que ça vous ressemble par rapport à votre tempérament, ce que vous faites et vos compétences. Bien sûr, on sera plus exigeant envers un portfolio d'un graphiste designer un analyse financier. Par contre, il faut que ce soit propre, que vous ayez des chiffres, que ça montre que vous soyez sérieux et que vous ayez idéalement des éléments de réassurance, notamment si vous avez déjà accompagné des clients, c'est essentiel, mettez-le et ça crée beaucoup de valeur. Si vous n'avez pas encore accompagné de clients en étant indépendant, vous allez pouvoir mettre tous les projets sur lesquels vous avez bossé, soit en étant salarié, soit autre, qui vont créer de la valeur par rapport à votre activité. Mais soyez super fort dessus et à minima, le portfolio de base, c'est votre profil LinkedIn. Hyper important de bien le soigner. C'est pour ça que je vous ai partagé mon lien. Le mien, il n'est pas du tout bien parce que je ne suis pas indépendant. Mais par contre, vous pouvez m'ajouter dans votre réseau. Moi, j'ai 10 000 indépendants et vous aurez de l'actualité sur les choses. Donc, en termes de format, bien sûr, c'est à adapter selon votre secteur d'activité. Mais par défaut, ayez LinkedIn et un profil qui soit super adapté. Et après, vous pouvez aller plus loin sur le format selon votre domaine d'expertise. Si vous êtes développeur, vous pouvez aller sur GitHub, à minima, vous pouvez avoir un Notion pour avoir plus de souplesse dans notamment les créations. Sinon, vous les intégrez directement sur votre profil LinkedIn avec pas mal d'embeds, de vidéos, de liens, etc. Le but, c'est que ce soit bien à jour, du coup dynamique, donc actualisé avec ce que vous faites, et que ça puisse être diffusé de manière digitale facilement. Derrière, il va falloir démontrer votre expertise. C'est bien d'avoir un portfolio. Maintenant, il faut qu'il soit complet, ok, et précis. C'est-à-dire qu'il aille faire la différence. On est sur un marché concurrentiel. Il y a beaucoup d'indépendants. Il y en a de plus en plus. Beaucoup veulent l'être. Mais en face, il y a une demande, une offre. Qu'est-ce que veulent les entreprises, les clients finaux? Qu'est-ce qu'ils recherchent et sur quoi ils vont potentiellement aller chercher des profils? Souvent, ça va être sur de l'expertise. Vous êtes développeur, très bien, mais est-ce que vous avez une expertise en CSS, Python, X, Y, Z, vous avez une formation, une certification, Scrum, je dis des bêtises, mais tout ça, c'est des éléments qui vont tirer votre épingle du jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre aussi, dans un marché très grand, de devenir présent sur des marchés beaucoup plus petits. Sur le marché des développeurs, il y en a
des milliers. Sur les développeurs avec cette spécificité, il y en a beaucoup moins. Ou sur tel secteur géographique, beaucoup moins, etc., etc. Donc tout ce qui va faire votre spécificité, 1, mettez-le, 2, démontrez-le, en tout cas étayez-le. Pour info, c'est à peu près 2 sur 3, ok, 2 acquisitions de nouveaux clients sur 3 sont liées à de l'inbound, c'est-à-dire des demandes faites directement via les entreprises et les clients qui ont des besoins. Mais pour ça, il faut bien être référencé, donc bien être présent, et notamment être précis, et donc sur des éléments d'expertise. On le verra, il y a aussi d'autres éléments sur lesquels il faut être présent, les réseaux, les plateformes, il ne faut pas perdre son temps dessus. Et donc, il faut démontrer cette expertise-là. Vous avez une spécificité et vous voulez accentuer cette spécificité-là, il faut que vous puissiez en parler. Déjà, identifier que cette problématique, elle est bien existante chez les clients, parce qu'avant tout, c'est eux pour lesquels vous allez créer de la valeur et faire des services. Donc, identifiez bien ça. Si la problématique, je sais pas, il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle, vous avez fait des trucs, allez-y. Il y a des problématiques autour, je sais pas, de sujets RH très spécifiques, burn-out, et vous êtes dans les métiers RH, hop, vous allez travailler dessus, créer du contenu dessus, et les gens qui vont pouvoir se renseigner sur ces éléments vont potentiellement tomber sur vous. On verra comment derrière on le diffuse, mais il faut avoir identifié ces éléments, créer du contenu associé pour devenir un peu expert référent dessus et le publier. Je partage une anecdote. L'année dernière, on était partenaire du Défi Brick, qui était une initiative portée par 2 influenceurs dans la création de contenu, Kylian et Valentin. Et c'était assez intéressant. C'est pour ça que je vous dis l'importance de publier du contenu. Leur défi, c'était quoi? C'est de proposer à tous les indépendants et la communauté de publier tous les jours, pendant 30 jours, un contenu spécifique sur LinkedIn, ce qu'ils appelaient une brique. Et du coup, chaque jour, il y avait un nouveau défi, par exemple. Et parfois, c'était des sujets plutôt liés au perso. Raconter votre plus grand échec en étant freelance. Et c'était super intéressant et on voyait le nombre d'impressions, les commentaires et les éléments qui en sortaient, surtout sur des sujets dans lesquels il y avait beaucoup de sincérité et d'honnêteté, d'humilité. Et donc, en gros, je ne vous dis pas de faire ça, mais je vous dis plus vous allez parler de vous de manière sincère, précise et diffuse, plus vous allez créer des portes, ouvrir des portes, créer du lien, et potentiellement vous allez toucher quelqu'un qui va en parler autour de quelqu'un d'autre, si bien sûr votre profil est précis, on sait qui vous êtes et ce que vous recherchez. Vous êtes open to work sur LinkedIn avec ces expertises-là, et du coup, ce sera plus facile d'aller vous solliciter. Et derrière, le plus important, c'est de développer votre réseau. Hyper important, notamment dans votre secteur d'activité, quel qu'il soit, de bien connaître quelles sont les communautés, quels sont les collectifs, quels sont les acteurs de référence sur ces sujets-là. Nous, là, on a mis quelques partenaires qu'on a. Hein. Il y a des partenaires spécifiques, il y a des partenaires généralistes, et vous les retrouvez tous dans notre espace aussi mission ici, où vous pouvez voir selon les métiers, les secteurs d'activité, qui sont-ils. Vous allez sur l'espace partenaire, je vous le partage aussi ici, et vous allez pouvoir potentiellement bénéficier d'éléments dessus. Prévoyez du temps sur ça, mais attention, gardez ce qu'appelle Time Matrix, votre focus, votre stratégie bien au clair. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer 50% de votre temps à faire du networking, c'est pas possible. Mais il ne faut pas faire zéro non plus. Idem, vous ne pouvez pas passer la moitié de votre temps sur LinkedIn, c'est pas possible. Mais il faut être vigilant. Et donc en fait, c'est là où il faut que vous ayez votre stratégie, vous la découpez par semaine et vous fixez des objectifs associés. Qu'est-ce que je fais sur mon portfolio? Comment je le diffuse? Comment je connecte et je développe mon réseau? Quand est-ce que je le fais? Avec quelles actions? Et ça, soyez clair sur ce que vous faites. Et ensuite, chaque semaine, déployez-le et vous voyez les résultats concrets et soyez exigeant avec vous-même par rapport à ce que vous attendez. La plus grande difficulté, je trouve, des indépendants, c'est d'être tout seul. Et donc, tout seul, il faut être bien entouré. Si vous n'êtes pas bien entouré, vous aurez du mal à aller plus loin ou à aller plus vite. Donc, le réseau est essentiel. Ensuite, on va voir c'est quoi les astuces concrètes pour trouver ces missions. Où est-ce qu'on les cherche? Comment on optimise son profil et comment on mobilise son réseau. En gros, il y a 3 grands axes. Et là, encore une fois, il ne faut pas choisir qu'un axe. Soyez partout. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Plus vous aurez de présence aux différents endroits,
mais de présence intelligente et précise, plus vous serez efficace. Donc les plateformes, souvent on me dit est-ce qu'il faut que je sois sur les plateformes? Je vous dis oui. Est-ce que c'est une fin en soi? Non. Donc soyez sur les plateformes. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et rapide, et ça vous permet aussi de voir quels sont les autres indépendants du même profil que vous et quelles sont leurs spécificités, leurs différences, est-ce qu'ils sont plus attractifs selon vous que vous, comment ils mettent en avant leurs choses, etc. Inspirez-vous de vos pairs, hyper important. Par contre, les plateformes, c'est concurrentiel. Malte, il y a, je sais pas, 200 000 indépendants, super. Mais pour vous, c'est intéressant, d'être dessus parce que c'est gratuit, et de voir quels sont les autres profils liés à votre expertise. Est-ce que vous êtes suffisamment fin, comment font les autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments supplémentaires à ajouter? Quelles sont les certifications qu'ils ont? Est-ce que du coup, il faudrait développer aussi pour vous des nouvelles compétences, etc., etc. Ça vous donne des lignes directrices pour votre plan d'action. Ensuite, on a les réseaux sociaux, où là, on va commencer à être aussi très large, mais on commence à aller chercher des sphères ou des éléments d'expertise. Il peut y avoir des opportunités inédites. C'est dans les deux sens, les réseaux sociaux. Vous pouvez aller chercher, vous, quelles sont les offres de freelance sur ce métier. Tapez-le sur Google, tapez-le sur LinkedIn, tapez-le à différents endroits sur vos communautés, et vous voyez s'il y a déjà des offres ou pas, et quelles sont-elles, et est-ce que vous êtes aligné avec les exigences requises. Oui, on demande d'être présent physiquement à Marseille. Bah oui, c'est compliqué. Est-ce que le télétravail est plus ou moins accepté? Comment ça se passe? C'est quoi la typologie des clients? Qu'est-ce qu'ils demandent comme prérequis? Est-ce que vous êtes dedans? Et comment vous allez tirer votre épingle du jeu? Attention, ça peut être aussi chronophage et on peut vite se perdre. Donc gardez le cap de 1, est-ce que je suis présent? 2, est-ce que je consulte? Et 3, est-ce que je regarde les différents éléments, notamment sur LinkedIn, en retour que j'ai? Consultez quand même vos inbox, etc. Et enfin, le plus important, c'est le réseau personnel. Le réseau personnel, il est essentiel parce que, par définition, c'est le vôtre. Oui, le réseau personnel est partagé avec d'autres réseaux personnels, mais c'est le vôtre. Et celui-ci, c'est le plus puissant. Ça va beaucoup dépendre de sa taille. Est-ce que ce réseau personnel, il est bien alimenté, cohérent avec votre domaine d'activité? Et quand je dis personnel, c'est les gens que vous connaissez vous. Donc c'est votre réseau pro et perso qui vous connaissent vous. Est-ce qu'ils déjà ils vous connaissent vous en tant qu'indépendant sur votre spécificité et vos besoins? Il faut l'alimenter et communiquer avec ce réseau. Ça s'entretient et il y a besoin d'avoir aussi une stratégie de communication. Par contre, ça suppose de l'avoir construit ou de le développer et de l'activer. C'est lourd et c'est important de bien choisir ces batailles aussi, sinon on peut faire que du networking et on s'en sort plus. Et il ne faut pas avoir peur de demander des relais à son réseau quand on en a besoin. Mais pareil, c'est donnant-donnant et de rendre des services pour qu'on vous le redonne derrière. Sur la partie mission, soyez intelligent donc sur ce que j'ai appelé votre portfolio. En gros, utilisez les bons mots-clés. Ne mettez pas des mots-clés qui ne vous concernent pas, ce serait complètement bête. Mais soyez super précis. Faites des tests d'ailleurs quand vous mettez freelance X, Y, Z avec telle expertise. Est-ce que vous êtes présent ou pas présent? Pourquoi d'autres sont là alors que vous auriez pu y être? Donc assurez-vous d'être sur les bonnes batailles. Mettez une photo, ça paraît évident, mais soignez-la, parce qu'on est dans l'ère du digital. Il faut créer de la confiance. Moi, on me dit souvent, ouais, j'ai pas de photo. Et je dis, bah ouais, mais il y a quand même 5 fois plus de chances de clic quand quelqu'un a une photo que pas de photo. Pourquoi? Parce qu'on considère que la personne, elle a fait l'effort, elle est professionnelle, elle assume plus les choses, elle a plus confiance. Voilà, il y a du psychologique dans tout ça, mais c'est essentiel. Et enfin, mettez bien les infos clés. Est-ce que vous êtes disponible sur site en télétravail? Quand est-ce que vous êtes disponible? C'est quoi aussi vos critères? Puisque, on va le voir après, vous allez avoir des rendez-vous sinon, mais qui seront complètement non qualitatifs, ou alors vous allez faire perdre du temps à vous et aux personnes en face, et ça va vous décrédibiliser. Ok. Ensuite, il y a la partie plateforme. Donc, comme on l'a vu, plus vous mettez d'éléments, plus vous allez remonter dans les recherches, dans les algorithmes. C'est assez classique, sur Malte par exemple ou autre. C'est des recherches de marketplace multicritères. Donc, plus vous allez mettre de critères, plus vous avez de chances de remonter. Par contre, mettez bien des critères et adaptez-les à ce que vous faites à un instant T. Si vous changez de disponibilité, etc., mettez bien à jour aussi vos éléments. Okay, donc ça, c'est important dans votre stratégie de savoir sur quelle plateforme vous êtes, pourquoi vous l'êtes, et est-ce que c'est bien à jour tout ce que vous faites.
Et nous, on a un job board, je vous l'ai partagé, avec 6000 missions qui sont accessibles et notre réseau de partenaires surtout. Vous pouvez le voir et vous avez nos partenaires aussi en haut, notamment par secteur d'activité, pour vous aider dans votre recherche. Ok. On fait des webinaires aussi comme celui-ci sur d'autres thématiques. Là, l'idée, c'est pas de présenter le modèle Jump en détail. Nous, notre modèle Jump, derrière, le but, c'est qu'on accompagne des indépendants qui facturent des clients pour leur permettre d'avoir les avantages salariés. Mais donc, le prérequis, c'est d'avoir une première facture, d'avoir un premier client pour bénéficier des avantages sur son activité-là. Okay, donc, le job board, vous l'avez, je vous le remets. N'hésitez pas à le consulter, vous mettez différents mots-clés et vous voyez ce qui remonte dessus. Hop. Et vous pouvez directement aussi postuler sur les offres de nos partenaires pour du coup être accompagné par des référents dédiés. Tu vois, Untit par exemple sur les métiers RH, sur des métiers tech, on en a plein, on a des acteurs généralistes, etc. Et enfin, le plus important, c'est votre réseau. 3 missions sur 4 sont trouvées grâce à votre réseau personnel. Pourquoi ? Parce que y a pas mal de missions d'offres qui ne sont pas diffusées. Et donc, ça va se faire plutôt au bouche à oreille, par opportunité, ou très vite, quand il y a un besoin, on va dire « Ah, mais je connais un tel parce que cette personne-là a déjà travaillé pour ou est bien connectée dans l'écosystème. » Et voilà, votre réseau, et je parle du réseau aussi professionnel direct, il est essentiel. Vous le voyez, le sondage qui a été fait par Malte sur les indépendants qui ont été consultés, 3/4 disaient que l'émission était trouvée via leur réseau personnel. Si vous n'en avez pas encore, c'est là où il faut créer des liens, aller chercher des communautés dans vos domaines d'activité, créer du lien pour ouvrir des opportunités. Ok. Et enfin, sur cette partie mobilisation du réseau, ça s'entretient. Avant de démarrer votre activité d'indépendant ou le moment où vous démarrez, il faut l'annoncer. Soit, alors après, si vous n'avez pas la possibilité de l'annoncer parce que vous êtes encore en poste, c'est sensible, etc., vous n'allez pas le faire, bien sûr. Mais dès que vous vous êtes lancé, partagez-le, diffusez-le, il faut que les gens le sachent. Si votre réseau n'est pas au courant de votre portfolio, de exactement ce que vous recherchez, comment il peut vous aider ? Et donc, il faut que ce soit très clair. Et donc, vous allez le dire aussi de manière large sur vos communautés et aussi potentiellement en direct, par email, par SMS, aux personnes importantes ou liées à votre domaine d'activité qui peuvent vous aider. Ces éléments-là directs sont essentiels. S'ils sont bien pensés, si on dit Bernard, pour info, désormais je suis consultant machin, n'hésite pas à me partager des éléments, des remarques si tu as des choses, aucun souci. Et les gens seront plutôt bienveillants avec vous dans votre réseau pro-perso. Et tout au long de votre aventure, pareil, alimentez ce réseau via des posts LinkedIn, via des mailings, via des événements, via de la prospection, etc. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur la partie 1 et la partie 2 déjà ? N'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans l'onglet questions ou dans le chat directement en question. Donc, important, bien se préparer. Quel est votre portfolio ? Quelle est votre stratégie ? Comment vous allez mettre en place les choses ? Et 2, est-ce que vous êtes présent sur les plateformes, les réseaux et votre réseau pro-perso pour avancer. Vraiment, mon but, moi, c'est de vous partager tout ce que j'observe. Il n'y a pas de formule magique. Sinon, on ne serait pas là. Je vous partagerai la méthode et tout le monde l'appliquerait. Ça dépend beaucoup de vous, de votre personnalité et de votre stratégie. Et moi, je suis quelqu'un qui est très cartésien et je dis toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Et donc, c'est important d'avoir ce focus et cette stratégie. Ça tombera un jour ou un autre sans souci. Il y a une question, oui, est-ce qu'on est obligé de faire un portfolio si nous ne sommes pas dev ? En fait, le portfolio, c'est à minima votre CV. Donc oui, c'est obligé. C'est comme un site marketing pour une entreprise. C'est à minima ce qui vous caractérise. Et il faut que ce soit digital, parce qu'on est dans une ère du digital. Donc, il faut que ça puisse être diffusé facilement. Donc, c'est pour ça que le profil LinkedIn, par définition, il est très simple. Faites-le. C'est essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre de véhiculer votre activité sans avoir des coups de fil à passer. Sinon, vous devenez secrétaire de vous-même et vous n'avez plus de temps. Donc oui, essentiel, à minima votre profil LinkedIn. En gros, est-ce qu'il y a une marketing de vous, digital, qui est accessible par le grand public ? Oui ou non ? Si ce n'est pas le cas, vous vous fermez énormément de portes.
Et c'est pour ça que je dis appliquez bien la partie 1 et la partie 2. Et ensuite, il y a la partie 3 qui est assez évidente pour moi, parce que moi, je fais partie des métiers sales, marketing, et donc c'est des sujets que je connais par cœur. Mais pour beaucoup qui ne sont pas dans des métiers de vente, ce sujet-là, il n'est pas du tout à mettre de côté. C'est la partie closing. C'est pas parce que vous avez eu un premier échange, quelqu'un vous dit ah tiens, je suis intéressé par ton profil, que tout est fait. Et là, il faut être super bon donc sur les techniques de base, mais soignez votre préparation de rendez-vous. Franchement, j'ai trop d'indépendants qui témoignent en disant ah ouais, mais à chaque fois je me fais bâcher, on me dit ah, pourquoi mon TJM il est à ce prix-là, ou bah, moi en fait j'étais en télétravail et la mission elle était sur site. Bah, tous ces éléments-là, on ne peut pas les découvrir pendant le rendez-vous. Il faut, et si vous voulez, vous savez que vous avez des points d'hostilité, il faut préparer la réponse. Vous aurez la question, c'est certain, vous ne pouvez pas la cacher. Et donc préparez-vous. 1, soyez à l'écoute. 2, préparez-vous aux objections et faites-le. Faites un exercice qui est très simple qu'on appelle l'elevator pitch. En 2 minutes, si vous expliquiez ce que vous faisiez à votre cousin, enfant, quelqu'un dans la rue, dans le métro, comment vous l'expliqueriez? Est-ce que vous êtes capable simplement de dire ce que vous faites et pourquoi vous êtes expert dessus, et quelle est la valeur que vous créez pour une entreprise? Hyper important, c'est que vous le maîtrisiez super bien sur le bout des doigts. Et du coup, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux autres? Et comment on peut vous faire confiance? Pourquoi on ferait plus confiance à vous qu'à quelqu'un d'autre, qu'à un salarié en interne? Voilà. Et donc là, tout ce qui est chiffres, expertise, méthode de travail, etc., c'est essentiel. Il faut gagner la confiance de votre interlocuteur. Donc, soyez à l'écoute, soyez préparés, ayez une bonne attitude, et soyez super transparent aussi. Je ne suis pas là pour cacher des choses, hein. Vous êtes dans une relation de confiance, et donc il faut être super clair. Si voilà, vous avez des contraintes, etc., il faut les exposer, mais les tourner en force. Essentiel. Hop. Et voilà. Et enfin, et la partie clé, c'est quand vous avez déjà eu des clients en tant qu'indépendant, le gros du travail est déjà fait parce que ça va vous aider énormément en réassurance. Et en plus, bah, vous allez pouvoir les réactiver. Le but, pour ne plus avoir à prospecter, c'est d'essayer de fidéliser vos clients. C'est 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Vous avez vu toute l'énergie dont on a besoin pour aller chercher un client. Si vous en fidélisez un, vous avez soit des missions qui sont renouvelées, soit des nouvelles portes qui sont possibles. Je vais vous l'expliquer assez simplement. Et pour ça, et c'est plutôt vertueux, il faut créer de la valeur pendant sa mission. Donc c'est bien, là, on parlait de comment la trouver. Quand on l'a fait, il faut créer de la valeur, aller chercher du feedback, soigner son expérience client, être vraiment entrepreneur dans le côté penser à son utilisateur, son client, dans son approche. Moi, j'ai trop de freelance sur des missions de 6 mois qui me disent j'avais aucun retour de mon client pendant 3 mois, 4 mois, c'est pas possible. C'est pas possible en fait, hein. C'est très dangereux parce que ça va vous desservir vous, parce qu'à la fin, en fait, le client il va rien comprendre. Bon, oui, il va vous payer très bien, mais à la fin, il va dire ouais, en fait, ça me convient pas, et ciao. Vous n'allez pas avoir de possibilité d'aller plus loin, de possibilité de renouveler la mission, de possibilité d'avoir un feedback derrière ou une reco pour vous aider dans la suite. Voilà, donc soyez à l'écoute de votre client, allez chercher du feedback pour être sûr que ce que vous faites, c'est bien cohérent par rapport à leurs besoins et que vous créez de la valeur. Et quand vous approchez de la fin de la mission, allez chercher le potentiel de mission récurrente. Est-ce que, en gros, souvent je dis, qu'est-ce qui va se passer quand vous ne serez plus là? Ça, pareil, mettez-le en avant. À minima, vous pouvez avoir du coup une extension de mission. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de complémentaire dessus? Est-ce que le contact, le lien que vous avez créé, il n'est pas suffisamment fort pour se dire qu'on peut continuer à aller plus loin plutôt que de repartir de zéro et du coup avoir tout le coup d'entrée aussi côté client? Voilà, ça c'est super important. Et donc, soignez la fin de la relation. Vous avez besoin de très proprement finir une mission avec un point final très clair, en préparant les next steps, en remerciant le client, à minima récupérer une recommandation. Super importante. Quand je dis écrite, c'est que en tout cas vous puissiez l'intégrer dans votre portfolio. Vous avez fait une mission avec une entreprise A et vous avez le manager, votre référent, qui va mettre un commentaire en disant Léo, c'était super, je travaillais 6 mois ensemble, j'ai une confiance aveugle en lui, il a pu s'adapter sur les choses, peu importe.
Ça va créer beaucoup de force pour vos futures missions, parce qu'on sait que vous l'avez déjà fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné, et les gens ne le feront pas naturellement. Donc c'est à vous d'aller le chercher aussi si vous savez que vous avez créé de la valeur. Ok. euh, et du coup, potentiellement, gardez ces gens dans votre réseau. Dites-leur, bah voilà, en tout cas, on reste en contact s'il n'y a pas de mission tout de suite. Moi, je vous écris, ajoutez les gens dessus, assurez-vous que vous avez bien les coordonnées, comment vous allez les suivre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans l'entreprise qui peuvent vous aider, est-ce qu'il pourra parler de vous à d'autres personnes, etc. Super important. Et si jamais c'est pas bien passé, en tous les cas, quand le fameux à jamais, récupérez quand même du feedback et potentiellement, si c'est OK, hein, sauf si vous finissez un très mauvais terme, une recommandation pour l'aider. Mais en tout cas, ne vous brouillez pas parce que ça reste des petits mondes et potentiellement, on va vous demander qu'est-ce que tu as pensé d'un tel ou d'un tel et ça va vous bloquer des portes. OK. Voilà, en gros, mon but, c'était en 30 minutes de vous partager un peu, nous, tout ce qu'on observe et les éléments qu'on a balayés de la préparation, l'activation et derrière la fidélisation.